Alors, dans cette seconde vidéo, je voudrais vous parler un peu d'ATM et de en quoi ça nous concerne en ADSL. Donc, ATM, c'est une technologie qui a été conçue, inventée dans les années 80, dirons-nous. Je pense que c'est à peu près ça, notamment en France. À l'époque, IP, je pense, existait déjà, mais il n'y avait pas l'essor qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Internet était quelque chose de confidentiel, voire qui n'existait pas du tout. Et donc à l'époque, par contre, on faisait déjà du réseau, il y avait déjà cette notion de, bien sûr, de couche, etc. En tout cas, on était déjà capable de transmettre des données, et donc on pensait que ATM serait la technologie qui permettrait de transférer des données entre un point A et un point B. Voilà, on voyait peut-être IP comme une technique d'adressage des machines, enfin des points terminaux en tout cas, mais pas comme une technologie de transmission. Et on voyait plutôt ATM. Alors, quelles étaient les caractéristiques de cette technologie? Vous voyez, je les ai listées. La route est déterminée à l'avance, soit par un échange de signalisation, un peu comme on fait en téléphonie, soit par une configuration manuelle de tous les nœuds du réseau. Donc, on parle de provisioning. Des ressources peuvent être réservées sur les nœuds. Donc, en particulier, la bande passante sur les interfaces de sortie peut être réservée pour certains flux de données. Ces deux aspects font qu'ATM s'apparente à du mode circuit. En tout cas, ces deux aspects-là sont inspirés très clairement du mode circuit, autrement dit de ce qui se fait sur le RTC, sur le réseau téléphonique commuté. Alors, un autre point, c'est que chaque flux de données, si vous voulez, se voit attribuer un circuit virtuel, on appelle ça un circuit virtuel, et il y a un identifiant de circuit virtuel qui va servir à la commutation. Donc il y a un en-tête qui va permettre de savoir si les données doivent être commutées vers telle ou telle interface de sortie. C'est une simple consultation de cette table, donc très rapide, qui permet de choisir l'interface de sortie. Autre aspect, on fait du multiplexage statistique. Alors, le multiplexage statistique, je vous rappelle que c'est le fait que si à un moment j'ai des données qui n'arrivent que sur une interface d'entrée, eh bien ces données-là pourront bénéficier de l'intégralité de la bande passante de sortie. Donc même si les ressources ont été réservées pour d'autres, si d'autres ne les utilisent pas à un certain instant, elles peuvent être prises par les données qui se trouvent sur l'entrée et qui veulent utiliser cette interface de sortie-là. Donc ça, c'est à opposer au fonctionnement du RTC dans lequel j'ai une réservation stricte. Les intervalles de temps sont réservés et puis ils ne peuvent pas être utilisés par d'autres. Ce multiplexage statistique, c'est le fonctionnement typique du mode paquet. Alors là, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que en quelque sorte, on a pris le meilleur du mode circuit et le meilleur du mode paquet. Le mode circuit, l'intérêt, c'est qu'on avait cette notion de réservation qui permettait en fait de ne pas avoir de perte finalement il n'y avait pas de file d'attente puisqu'il y avait déjà la réservation de la bande passante de sortie et donc pas de perte et pas de retard en fait. Et bien là, on a cette notion-là de route déterminée à l'avance et de ressources réservées. Et on a aussi l'aspect intéressant du mode paquet qui était de multiplexage statistique, pouvoir réutiliser de la bande passante quand elle n'est pas utilisée pour certains flux qu'il aurait réservés. Donc ces deux aspects, le fait qu'on fasse du multiplexage statistique, mais tout en ayant la route quand même qui est réservée avec des ressources, etc., fait qu'on parle de mode de circuit virtuel. Hein, j'ai déjà employé ce terme pour dire que on avait un circuit virtuel pour chaque flux de données. Voilà. Dernier point en ATM, donc c'est une couche de niveau 2, juste au-dessus de la couche physique. On a des trames qui sont toutes petites et qui ont une taille fixe. On parle de cellules, en fait, les toutes petites trames, ce sont les cellules. Vous voyez, 48 octets seulement pour chaque cellule, avec un en-tête de 5, qui
contient notamment l'identifiant de circuit virtuel, ça nous fait 53 octets. Et l'intérêt d'avoir ces toutes petites cellules, c'était de ne pas utiliser les buffers pendant trop longtemps et ainsi de limiter les temps d'attente au niveau des nœuds de commutation. Il y a quand même une conséquence au fait que j'ai ces toutes petites cellules, c'est qu'à l'entrée et à la sortie, donc si je considère ce nœud-là, sur l'interface de droite, j'ai tout en bas la couche physique. Alors, ATM, ça a travaillé avec une technologie qui s'appelait SDH, mais bon, je vais écrire couche physique. J'ai ma couche ATM, et ensuite, j'ai ici une couche qui se servait de faire la fragmentation, dont le rôle était de faire la fragmentation, qui s'appelle AAL, ATM Adaptation Layer, et qu'on va retrouver en ADSL. Voilà, et puis les couches supérieures éventuellement. On fragmente par exemple un paquet IP en ADSL, vous verrez, on en parlera. Si je considère un nœud, admettons, j'ai un nœud qui est comme ça. Si je considère maintenant un nœud ici, là, j'ai seulement la couche ATM et la couche physique. Je n'ai pas à ce moment-là besoin de fragmenter quoi que ce soit, j'ai déjà les cellules qui sont en train de circuler. À la sortie, j'ai les mêmes couches qu'à l'entrée, il faut reconstituer le paquet qui a été fragmenté, si vous voulez, donc de nouveau physique ATM AAL. Alors, l'ADSL, vous savez, c'est apparu chez nous à la fin des années 90. À l'époque, dans les années 90, c'est le moment où on a déployé des réseaux ATM, alors en particulier en 3G, et puis dans les réseaux de collecte ADSL aussi. Et on a mis la couche ATM, en fait, aller jusque chez l'abonné. Donc entre le modem ADSL et puis le DSLAM, on a cette couche ATM. Aujourd'hui, les réseaux de collecte sont essentiellement des réseaux de niveau 2 en Ethernet, enfin en tout cas, ouais, les points terminaux. Ouais, donc ce sont des réseaux, on va dire des réseaux Ethernet. En revanche, on trouve toujours la couche ATM donc, dans la box et le DSLAM, donc sur cette interface-là. Vous l'avez vu, puisque vous configuriez tous sur la box, vous savez, circuit virtuel 0.33 quand vous avez fait le TP. Alors, ça c'est l'interface U pour usager. Vous voyez là, j'ai refait le schéma du TP TD2, on va dire, celui dans lequel on travaillait sur l'accès ADSL. Et je voulais attirer votre attention sur un point. Alors, tout le monde ne l'a pas fait, c'était à la fin du TP. Tout à la fin, alors au début, dans l'ordre, au début, on mesurait le débit ici et on trouvait, me semble-t-il, autour de 9 mégabits. Donc, soit en téléchargeant un fichier sur Moodle, comme j'avais dit, soit un speed test, ça donnait à peu près pareil, peut-être entre 8 et 9. Dans la démarche, ensuite, on allait se connecter au DSLAM, donc on connectait un PC ici. L'interface de management du DSLAM nous permettait de voir qu'effectivement, là, j'avais des profils de couches physiques qui limitaient effectivement le débit sur la voie descendante à 9 mégabits par seconde. Et ce qu'on faisait, pour ceux qui l'ont fait, c'est que on vient dans le TP changer de profil, mettre un profil qui permet d'avoir un débit plus important. Par exemple, je disais de mettre pratiquement le débit max, donc 28 mégabits par seconde. Et on mesure le débit et on se rend compte qu'on n'a pas du tout 28, on a plutôt 22. Donc entre ce qui a été rentré dans le profil de couche physique et puis ce qu'on mesure, il y a une petite différence. Alors une petite différence, elle y était aussi sans doute ici, hein. Je n'ai pas en tête, là il faudrait vérifier, je pense qu'elle y était. Donc là on a une différence entre ce qui a été configuré au niveau couche physique et le débit qu'on mesure. Et la différence, elle est due au fait qu'on mesure un débit au niveau IP, alors que là c'est vraiment au niveau couche physique. Et si la différence est si importante, c'est notamment à cause d'ATM. Donc, on va essayer d'expliquer ça.
C'était un des exercices du sujet à distance. Alors, quelles sont les couches qu'on a sur cette interface U? Au moment où vous avez fait la mesure, vous n'aviez pas les couches PPP, mais on va les mettre quand même, puisque maintenant, vous savez que, en fait, ici, c'est plus un PC, c'est un BMG. Puis, il y a des couches PPP. Donc, je vais rajouter les couches PPP, même si elles n'y étaient pas dans le TD auquel je fais allusion. Là, on les a mis seulement un peu plus tard. Donc, à ce niveau-là, sur cette interface-là, enfin, plutôt au niveau de la box, on va dire, sur cette interface-là, au niveau de la box, j'ai une couche IP, puisque la box est un routeur. Sous IP, donc si on a configuré les identifiants, on a une couche PPP. Sous la couche PPP, excusez-moi, on trouve une couche qui s'appelle PPPoE. Donc, je ferai peut-être une toute petite vidéo, plus courte que celle-là, pour expliquer quelques trucs sur DHCP qui peut remplacer PPP, et puis je parlerai un peu de PPPoE. Une fois qu'on a fait ça, on a notre couche Ethernet. Ensuite, on a une couche qui s'appelle RFC 2683, me semble-t-il, qui en fait est un en-tête supplémentaire qui s'appelle LLC et qui va servir à savoir quel est le type de protocole en fait, qui est encapsulé par ATM. Ensuite, on a AAL, donc le fameux AAL dont j'ai parlé, ATM, et puis la couche physique. Voilà, donc vous voyez un sacré empilement de couches. Donc l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple où c'est l'abonné qui envoie des données, il émet un paquet IP de 1410 octets. Et on sait que son débit de couche physique, c'est 768 kilobits par seconde. Et la question, c'est quel est finalement le débit qu'on aura au niveau IP. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va calculer, c'est combien d'octets vont être réellement envoyés au niveau couche physique. Et ensuite, avec la règle de 3, on aura le débit, quoi. Donc allons-y, on va utiliser les tailles d'entête. Donc PPP, c'est seulement 2 octets, 6 octets, j'espère ne pas me tromper. Ethernet, là, c'est 14 octets parce que vous savez, le préambule et le fanion ne sont pas nécessaires comme c'est encapsulé dans autre chose en fait. Donc juste 14 octets. Ici, c'est. Alors, j'ai plus en tête pour la RFC 2683, on va regarder ça. Et pour AAL d'ailleurs. AAL c'est 8 et l'autre c'est 10. Donc AAL c'est 8 octets et ici c'est 10 octets. Ok, donc ATM, on sait que ça rajoutera 5 octets par cellule, mais on les rajoutera après, vous verrez, parce qu'on va les rajouter un certain nombre de fois. Du coup, on a au niveau AAL 1410, plus 2, plus 6, plus 14, plus 10, plus 8. Et ça nous fait, alors, 8 et 2, 10. Si c'est 14, ça fait 20, donc ça fait 30. Ben, on rajoute 40 octets, donc 1450 octets. Une fois que AAL donc, a rajouté son petit en-tête de 8 octets, il va fragmenter, la fameuse fragmentation dont je vous ai parlé, cellule ATM de 48 octets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte
avec ces 1450 octets, combien j'ai de cellules de 48, si vous voulez. On fait 1450 divisé par 48. On trouve, je n'ai plus ça en tête non plus, donc je refais le calcul rapidement. Voilà, on trouve 30,2. Donc en fait, on aura 30 cellules, et ensuite il va rester quelques octets. 30 fois 48, ça fait 1460. 10 fois 48, 480. 1440, excusez-moi, j'ai une bêtise. Donc 30 fois 48, 1440. Donc il nous reste 10 octets ici. Donc on a 30 cellules. Bien, ce que fait AL, donc c'est qu'il va rajouter un peu de bourrage pour arriver à une dernière de 48. Donc finalement, ça en fait 31. Et ensuite, sur chaque cellule pourrait être transférée indépendamment dans le réseau ATM. Donc sur chaque cellule, je rajoute un petit en-tête ATM de 5 octets. Donc in fine, donc ça c'est ATM, en-tête ATM, ça fait 5 octets. In fine, je me retrouve donc avec 31 fois 5 octets à transmettre. Pardon, 31 fois 53 octets à transmettre, et ça fait 1643 au lieu des 1410. Voilà, donc on a un supplément de 15-20% parce que 1410, 10%, ça fait 140, et on a au moins 15% de supplément à peu près. Et donc le débit au niveau IP, dire que ça va être 1410 sur 1643 fois 768. Donc ça vous fait 659. Bon, voilà. Au lieu de 768. Donc on a perdu effectivement 15%. Voilà, et donc c'est... vous voyez, l'impact là de PPP, il est faible, hein, puisque c'est surtout la fragmentation qui nous embête. Si là j'avais enlevé 8 octets, ça aurait rien changé en fait. Ça aurait été exactement à la fin la même chose. Et c'est donc essentiellement cette fragmentation ATM qui fait qu'au lieu des 28 mégabits par seconde que vous avez pu configurer sur la couche physique de l'Eslam, vous observez nettement moins quand vous faites le test de débit. Un dernier point, je ne vous l'ai pas fait faire en TP, mais quand on utilise PPP, normalement on change le MTU. Donc la taille des données maximum dans la trame Ethernet là. Si vous voulez, entre IP et Ethernet, comme j'ai rajouté 8 octets, on doit enlever 8 octets au MTU, donc on prend plutôt au lieu de 1500, 1492. Donc, parfois dans les configs de routeur, par exemple, config de BNG, on a aussi une commande pour dire que le MTU doit être diminué. Sans ça, il y aura fragmentation. Il y aura fragmentation et donc ça fait de la perte de bande passante in fine.